une étude qui vient d'être publiée là, par le cabinet McKinsey. Donc quels seront les nouveaux besoins en compétences d'ici à 2030. Et alors c'est très marrant parce que c'est un mix d'explosion de compétences numériques aussi, mais pour les accompagner, il y a aussi une explosion de compétences sociales et émotionnelles. Parce que voilà, je crois que ces transformations, il faut les accompagner et que l'humain dans tout ça, il faudrait qu'il reste aussi au centre. Alors, 3 invités de prestige pour échanger. Donc, Olivier Crouzet de l'école 42, Hélène Gestin du Cube, Benjamin Gans, Fab. Je vous laisse vous présenter vos structures respectives en quelques minutes, avant de passer au vif du sujet. Vas-y, Olivier. J'ai le micro, alors... Ah. Vert, ça marche mieux. C'est mieux quand c'est vert. C'est mieux quand c'est vert. Donc, merci. Je suis donc Olivier Crouzet, le directeur pédagogique de 42. Juste pour situer très rapidement, 42, c'est une école d'informatique qui a été créée en 2013 à l'initiative de Xavier Niel. C'est une école qui souhaite former les jeunes qui ont du talent pour le numérique à l'ensemble des métiers du numérique. Pour ça, on a choisi un certain nombre j'ai envie de dire, d'éléments clés qui sont, alors peut-être pas novateurs, mais qui en tout cas démarquent fortement de l'enseignement supérieur traditionnel. On a en premier lieu décidé de ne pas avoir de prérequis scolaires en ce qui concerne les inscriptions. Pour nous, aujourd'hui, quelqu'un qui suit une scolarité traditionnelle, quelqu'un qui a un baccalauréat, ça ne nous dit pas, ça ne révèle pas s'il a un talent pour le numérique ou non. Donc on a décidé de ne pas tenir compte de l'ensemble du parcours scolaire des étudiants. On a souhaité une école qui était gratuite pour les étudiants, de sorte que vraiment tous les gens qui ont du talent, même s'ils sont d'origine sociale, qui sont plus modestes ou plus difficiles, ils puissent de cette façon-là accéder à la formation. C'est pour aussi rebondir sur ce que l'enquête PISA de l'OCDE maintenant nous dit depuis 2 fois ou 3 fois consécutives sur malheureusement la forte corrélation entre les milieux sociaux défavorisés et la difficulté de faire l'enseignement supérieur. Et enfin, on a choisi de amener nos étudiants dans une pédagogie, un modèle qu'on appelle peer learning. On a 0 cours, 0 prof. Les étudiants ont en phase 2 on va dire, sorte de parcours du combattant crescendo dans lequel ils vont avoir des logiciels à réaliser. Chaque projet sera un petit peu plus difficile que le précédent. Ils vont avancer sur le chemin de leur choix. Ils vont avancer à leur propre rythme. Ils vont, puisqu'ils ont des problématiques sans cours, sans prof, ils vont devoir aller chercher des informations, filtrer les informations qui existent, se faire eux-mêmes leur propre opinion et surtout collaborer. C'est pour ça qu'on appelle ça du peer learning. On demande à nos étudiants de discuter les uns avec les autres pour qu'ensemble, ils apportent un petit peu leur contribution à une réflexion et qu'il y ait de l'intelligence collective qui puisse se créer à ce moment-là, qui trouvent la solution ou une solution à la problématique qu'on leur pose et de cette façon qu'ils puissent progresser et passer au projet suivant. L'ensemble fonctionne aussi avec un système de peer évaluation. Et jusqu'aujourd'hui, on a des très bons résultats et des très bons retours de la part des entreprises qui ont tendance à nous demander beaucoup plus d'étudiants en stage ou en job que ce qu'on a actuellement d'étudiants à 42. Et juste pour finir, on est à Paris dans le 17e et on a aujourd'hui 3200 étudiants sur Paris. Donc voilà à peu près pour 42. Merci Olivier. Bonjour, moi je suis Hélène Gestin, je travaille au Cube, qui est un centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux. Depuis 2001, le Cube a ouvert un lieu vraiment entièrement dédié à la créativité numérique sous plusieurs axes. On a autant un travail autour des arts et des artistes du numérique, avec une programmation artistique, avec des résidences d'artistes, des séminaires, des workshops autour de ces nouvelles écritures, de ces nouveaux langages permis par le numérique. Et comme on est aussi un lieu autour de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat innovant, on essaye de proposer à tous les publics
numérique, dès 3 ans jusqu'aux seniors, des activités créatives, sachant que le numérique pour nous est un moyen, ce n'est pas une fin, donc on propose de réaliser des projets pour s'approprier les outils et ensuite développer sa propre créativité. Alors pour le grand public, ce sont des ateliers, des stages que l'on propose toute la semaine, toute l'année. Et puis pour les scolaires, on a également un lab d'éducation où l'on propose des projets collaboratifs sur le territoire. On fait participer 150 enfants chaque année sur des projets pilotes autour d'une techno. Donc ça peut être le serious game, ça peut être la robotique. Là, cette année, les enfants ont réalisé un livre numérique pour réinventer le genre épistolaire. Donc on travaille avec eux, avec Twitter, avec des applications qu'ils codent et qu'ils développent eux-mêmes. Et on est en mode projet. C'est vraiment la spécificité aussi de la démarche. C'est que quand ils font ça, ils apprennent aussi à travailler autrement, à travailler en groupe. Ils apprennent les nouvelles méthodologies aussi. On fait du design thinking, mais sans le dire, parce qu'au niveau de l'éducation, de l'enseignement, on ne veut pas non plus... On veut que ça reste accessible, mais ils ont la réalisation projet jusqu'au bout, où ils viennent pitcher à la fin de l'année leur projet sur scène. Donc ça, on va dire, c'est notre projet phare que l'on décline ensuite sur d'autres programmes. Et l'on développe à partir de septembre une formation pour les adultes professionnels, donc avec un module pour les entreprises, avec un catalogue de formation qui propose avec des artistes intervenants de monter en compétence sur certaines techniques. Voilà. Je te poserai une question vraiment là-dessus parce que c'est une approche très intéressante, donc on aura l'occasion de la détailler tout à l'heure. Benjamin. Bonjour à tous. Benjamin Gans, je travaille chez Cap Digital. Donc là, c'est une photo de moi avec la barbe, pour ceux qui ne me reconnaîtraient pas. Donc je travaille chez Cap Digital, qui est un des 71 pôles de compétitivité qui existent en France. Je ne sais pas si la notion de pôle de compétitivité vous est familière. Est-ce que vous connaissez les pôles de compétitivité? Qui ne connaît pas? Vous pouvez lever la main, hein. Il n'y a pas de note à la fin. Les pôles ont 12 ans, ils ont été créés par l'État pour structurer des filières au niveau régional. En Ile-de-France, il y a le pôle Cap Digital, on est un des 6 pôles, il y en a un juste à côté qui s'appelle Systématique. Et Cap Digital adresse la transformation numérique des entreprises et depuis peu avec l'intégration d'un autre pôle aussi, les notions de ville durable et de transition écologique, avec l'intégration d'un pôle qui s'appelle Advanced City. Au sein de Cap Digital, je m'occupe d'une structure qui s'appelle EdFab, qui est spécifiquement dédiée au secteur de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. Alors par éducation, transformation du travail, formation, on entend un certain nombre, nous, de dispositifs qu'on a mis en place et sur lesquels je reviendrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... c'est très on s'entend très bien, c'est vraiment bizarre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Cap Digital... est un pôle de compétitivité. Dans le pôle de compétitivité, il y a compétitivité. Donc pour adresser la compétitivité des organisations, on s'est dit qu'il fallait adresser directement ces questions d'éducation, de formation et de transformation du travail pour aider les organisations, que ce soit nos écoles membres, parce qu'on a un certain nombre d'écoles membres, nos PME, nos grands groupes, les aider dans leur transformation digitale. Il fallait les aider sur ces questions d'éducation, de formation et de transformation du travail. Donc je reviendrai sur l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place. Il y a des événements, il y a des formations, mais il faut comprendre que c'est une nouvelle approche pour les pôles de compétitivité que de s'adresser comme ça directement aux dirigeants, aux organisations, pour les aider à monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Alors justement, cette étude McKinsey dont je vous parlais tout à l'heure nous dit que 93% des travailleurs verront leur emploi évoluer et devront se former, et 60% d'entre eux verront leur activité se transformer complètement, ce qui va nécessiter une requalification totale. Alors, vous avez commencé à lâcher quelques mots très intéressants. C'est quoi ces nouvelles compétences? Pourquoi on est obligé de se former aujourd'hui? Alors, Olivier, est-ce que tu peux en parler? Tu as parlé de peer, d'évaluation entre pairs. Finalement, qu'est-ce que c'est ces nouvelles compétences qu'on cherche à acquérir de partout?
Alors, moi, je suis dans une situation où je mens à mes étudiants, honteusement. Je leur fais croire qu'ils vont développer leurs compétences numériques. Bon, c'est un petit peu vrai, mais c'est clairement pas l'objectif de l'école à 42. Et je pense que c'est peut-être plus facile à comprendre parce que le numérique est à la fois le vecteur de cette globalisation, de cette course effrénée, ces changements effrénés dans lequel la société est aujourd'hui. Ça fait, je dirais, plus longtemps probablement sur le numérique qu'on sait que les technologies évoluent très rapidement et que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est peut-être pas vrai le lendemain, que entre par exemple le débit des tuyaux dont le coût va varier et puis le débit de la puissance de calcul sur les machines dont le coût va aussi varier, on va avoir peut-être d'une année à l'autre des changements très profonds sur comment est-ce qu'on va architecturer ou designer son système d'information ou comment est-ce qu'on va créer ses logiciels. On ne va pas prendre du tout les mêmes stratégies. Donc nous, c'est ancré peut-être depuis un petit peu plus longtemps le fait que on ne sait pas de quoi demain sera fait et le fait que je ne sais pas quoi, moi aujourd'hui, en tant que directeur pédagogique, qu'est-ce que je dois mettre comme contenu dans mon cursus pour être sûr que mes étudiants auront une carrière qui va être pérenne pendant 40 ans derrière. Donc du coup, la seule solution que j'ai, c'est de les habituer pendant toute la durée du cursus à devoir s'adapter à des choses qu'ils ne connaissent pas. Et de cette façon, je cherche à développer, au-delà des compétences technologiques qu'ils auront fatalement, mais qui seront probablement obsolètes dans quelques années, parce que les logiciels auront changé, parce que le matériel aura changé, je cherche à développer leur capacité à résoudre des problèmes, je cherche à développer leur esprit critique, je cherche à développer leur capacité de collaboration, parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus toutes les informations nécessaires à la mise sur le marché d'un produit qui peuvent tenir dans un seul cerveau. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, avec la multitude d'informations qui existent, c'est quelque chose qui est plus possible. On doit dès le départ, si on va avoir un produit qui est compétitif sur le marché, on est obligé dès le départ d'avoir 4, 5, plusieurs personnes d'origines différentes, qui sont avec des points de vue qui vont être différents, qui ont des compétences différentes, qui vont devoir s'allier pour pouvoir avoir ce produit qui va sortir. Donc cette collaboration est quelque chose aussi de vraiment très important. Développer également une capacité créatrice qui me semble vraiment très importante. On a la problématique de l'intelligence artificielle qui va commencer à remplacer tout un tas de jobs. Pour mes propres étudiants, l'intelligence artificielle que eux-mêmes vont créer pourra tout autant remplacer leur propre job. On pourra avoir des intelligences artificielles qui vont créer des logiciels de façon automatique. Donc, il faut aussi que je puisse anticiper là-dessus et que j'essaie de former mes étudiants à avoir une place dans la société et sur le monde du travail quand ce moment-là sera arrivé. Je pense que les aspects créatifs seront probablement une des plus-values humaines. Être capable d'être créatif, être capable de générer quelque chose qu'une intelligence artificielle ne saura pas faire avant encore un bon bout de temps. Et ce sera probablement un des rôles importants de l'humain dans cette société qui sera complètement digitalisée. Merci. Est-ce que, Hélène ? C'est très bien synthétisé. On partage la même vision, en tout cas, sur ces compétences qui sont fondamentalement humaines et qu'on ne pourra pas remplacer, quelles que soient les technologies plus tard. On a cette même approche au Cube, effectivement, sur les formations et les projets que l'on développe. C'est apprendre à apprendre à être, apprendre à faire. Donc pour nous, c'est un peu le triptyque sur lequel on déroule aussi des programmes où l'on embarque le plus possible les artistes dans la pédagogie, parce que notre vision au Cube, c'est vraiment cette créativité comme moteur de renouveau, comme moteur d'apprentissage, comme levier de développement personnel. Et pour la formation qu'on va lancer en septembre, qui s'adresse aussi à des personnes qui sont en décrochage, qui sont en reconversion, en recherche d'emploi, on cherche à faire des gens qui savent où ils sont, voilà, qui sont ancrés et qui pourront développer en 4 mois des compétences liées à leur parcours professionnel et ce qui pourra les aider à affronter l'adversité, le côté très mouvant des choses et des parcours qui est juste la réalité d'aujourd'hui, quoi. Benjamin ? Oui, alors il y a une autre étude qui est qui a été publiée par l'Union européenne et qui dit que 9 métiers sur 10 sont impactés par le numérique.
et que malheureusement, 4 salariés sur 10 disposent de des compétences numériques dont ils ont besoin dans leur métier. Donc on a un vrai sujet sur ce qu'on appelle l'upskilling, le reskilling des employés et des actifs. Une problématique qui va croissante, puisque dans le rapport que tu cites de McKinsey, il y a d'autres chiffres un peu plus anxiogènes qui font état de 45% des emplois qui seront automatisés d'ici 2030 du fait des progrès de l'intelligence artificielle et de la robotisation. C'est pas du conditionnel, hein, c'est pas serait automatisé, c'est seront automatisés. Donc on est vraiment là dans une prévision assez presque terrifiante quand on sait que non seulement c'est une prévision fourchette basse, c'est-à-dire que si ils disent que même si les progrès de l'intelligence sont supérieurs à ce qu'on imagine, ça pourrait atteindre 60% des emplois qui seraient automatisés d'ici 2030. Ça concerne 400 à 800 millions d'emplois qui pourraient être supprimés. Ça concerne 375 millions dans le monde d'actifs qui devraient se reconvertir ou travailler leur reconversion professionnelle en mettant à jour leurs compétences. Bon, tous ces chiffres font un peu peur. Moi, il y a un sujet qui me tient aussi à cœur. Au-delà des compétences numériques, c'est ce qu'on va appeler la culture numérique de base. Un petit exemple, on a réalisé une étude avec une association qui s'appelle Étincelle, qui travaille avec des décrocheurs. Donc Étincelle aide les décrocheurs à se remotiver pour aller rechercher du travail après une période un peu désabusée pendant laquelle ils sont mis à complètement plus rien faire, arrêter tout projet professionnel. Donc on a réalisé une étude auprès de près de 200 décrocheurs, une étude très quali. On est allé les interroger pendant 45 minutes pour connaître un peu leur niveau de maturité numérique et leur niveau de culture numérique. Et donc ces jeunes, les décrocheurs pour info, c'est à peu près 100 000 jeunes par an qui ne vont pas au bout d'un cursus diplômant. Ces jeunes sont très connectés, ils vont jusqu'à 4 heures par jour sur Internet pour 20% d'entre eux. Donc ils n'ont pas de problème de connexion. Par contre, ils évoluent dans une bulle qui les exclut d'un certain nombre d'applications. Donc ils n'ont pas la culture numérique et même des bases qui peuvent surprendre. Quand on a vu les chiffres tomber, on s'est dit, tiens, c'est pas imaginable que 44% des décrocheurs ne savent pas ce qu'est un tableur, un fichier Excel. 25% ne savent pas ce qu'est un fichier de traitement de texte, ou Word. 19% ne savent pas ce qu'est une pièce jointe. Ça paraît ahurissant, 19%. Derrière cette étude, c'est quoi l'idée? C'était de leur demander aussi, est-ce que vous vous projetez quand même dans les métiers du numérique? Parce que notre objectif, c'est aussi de faire la promotion des métiers du numérique. Et donc, on n'est pas étonné, vu ces chiffres-là, que 49% d'entre eux ne se projettent pas dans les métiers du numérique, 25% d'entre eux ne savent pas, ça fait quand même quasiment 75% d'entre eux qui, a priori, ne se projettent pas dans les métiers du numérique avec des freins psychologiques parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences ou le niveau de culture numérique suffisant. Et après, on leur pose la question, mais si on vous montre qu'il y a des formations gratuites, courtes, pour ces métiers-là, est-ce que vous seriez prêt à les tester quand même? Et 80% d'entre eux disent oui, on serait prêt à les tester. Donc on a un vrai travail quand même, au-delà de tous ceux qui sont déjà dans l'innovation ou qui sont un peu plus connectés que les autres, d'aller chercher ceux qui sont un peu en bout de train pour les raccrocher un peu à la locomotive de l'innovation, pour leur donner cette culture numérique qui leur donnera envie d'aller se projeter demain vers les métiers du numérique dont on va reparler. Justement, tu as fait une excellente transition. Alors, je sais que chez Cap Digital, vous menez justement tout un cycle de conférences et d'études sur les nouveaux métiers. Alors, c'est quoi ces nouveaux métiers? Je poserai aussi la question à Olivier pour savoir où vont tes étudiants finalement après le cursus, ou d'où viennent ceux qui vont se former pour quel type d'emploi. Donc, Benjamin, vas-y. Oui, alors on a un des dispositifs qu'on a lancé chez TFAB qui sont des meet-ups sur les métiers de demain. Donc une fois par mois, dans un lieu différent, on fait témoigner des individus qui exercent des métiers en transformation, émergents ou complètement nouveaux. Sont des opérationnels avec parfois des noms de métiers un peu originaux, un peu nouveaux, parce qu'il n'y a pas forcément de formation qui mène à ces métiers. Et donc on a commencé cette séquence l'an dernier. On a traité des nouveaux métiers dans le secteur des Fab Labs. On était chez 42 pour traiter des nouveaux métiers dans le domaine du e-sport, des nouveaux métiers dans le domaine des drones, de la robotique, de l'image.
Cette année, on a recommencé cette séquence et j'étais à Vivatech là samedi dernier. On a fait une séquence sur les nouveaux métiers des ressources humaines et des EdTech. Et on terminera au mois de juin la séquence de 2018 autour des nouveaux métiers de la Smart City et du BTP. On vous donne rendez-vous dans un lieu qui s'appelle Léonard, qui a été créé par Vinci. Voilà. Donc le 19 juin, 18h30, si ça vous intéresse. Donc on a un certain nombre de métiers qui sont en train d'émerger, beaucoup de métiers qui sont en train de se transformer. Si on veut parler par exemple d'un métier complètement nouveau, on a les métiers qui sont relatifs au Fab Lab, donc aux ateliers de fabrication numérique. On a le métier de Fab Lab Manager, on a le métier de forgeur numérique, qui sont des métiers qui sont quasiment complètement nouveaux. On a des métiers parallèlement à ça qui sont en train de se transformer. Un métier dont on entend parler de temps en temps dans les médias, c'est celui de métier de data journaliste, qui n'est qu'un métier de journaliste avec une dimension de données qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et quand on est data journaliste, on parlait un peu de la polyvalence des postes aujourd'hui. Le data journaliste va aussi être un peu une sorte de chef d'équipe et il va s'entourer pour mener son projet d'un graphiste, d'un statisticien. Donc une équipe dans laquelle il va être un peu chef de projet et il va mettre sa compétence un peu technique de code au bénéfice de son investigation. Donc voilà quelques exemples. Alors, par rapport nous au projet du Cube, c'est vrai qu'on ne forme pas encore. Donc, sur les débouchés et les métiers, on est plutôt en prospective. La formation qu'on va lancer en septembre vise à former des chefs projets, des médiateurs, des facilitateurs, donc des gens qui vont aussi ajuster en fonction de des entreprises et de leur milieu professionnel, le métier qu'ils vont réellement exercer. Donc, par contre, ils auront des compétences assez larges, assez éclectiques pour leur permettre d'être agiles et de pouvoir s'adapter. Ensuite, c'est vrai que sur les métiers du numérique aujourd'hui, ceux que tu as cités sont effectivement les grands axes de développement. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'avec votre nouveau programme, c'est le métier d'artiste qui est en train d'évoluer. Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que sur cette formation là, de chef de projet, au départ, on nous a dit mais vous formez des directeurs artistiques, vous formez des artistes. Et non, on veut vraiment que ça puisse être accessible à tout un chacun sans forcément avoir une fibre artistique. Mais par contre, la créativité et le process créatif peut être appropriable par tout le monde. Donc c'est plutôt cette démarche-là et de se dire les artistes ont des choses à nous apprendre. Ils créent, mais ils sont aussi dans la recherche, ils sont aussi dans l'enseignement, dans la transmission, ils prototypent, ils détournent, et partir aussi de cette expertise-là est vraiment très enrichissante parce que ça donne aussi pour exemple ce que l'on peut faire dans des environnements, on va dire, plus classiques, plus traditionnels. Alors, nous, de notre côté, où est-ce qu'ils vont mes étudiants? On a identifié 3 grands axes et on a voulu tous les adresser, c'est-à-dire qu'on veut que l'ensemble de nos étudiants, avec le choix et le cursus complètement à la carte, on veut que l'ensemble des étudiants puissent se diriger vraiment sur le plus large spectre possible de l'ensemble des métiers du numérique. Les 3 grands axes donc, qu'on a identifiés, c'est d'un côté des gens qui vont être vraiment très techniques. On va avoir des gens qui, souvent, ils aiment l'informatique, même avant de devenir à 42, et ils veulent rester à fond dedans. On va avoir des spécialistes en sécurité, en programmation embarquée, en intelligence artificielle. On va avoir des gens qui vont vraiment rester très, très, très techniques et qui vont occuper ces postes-là. On a, j'ai envie de dire, à l'opposé du spectre, des gens qui vont avoir la première partie du cursus qu'on pourrait entre guillemets qualifier de tronc commun un petit peu, des bonnes bases de numérique, mais qui vont assez rapidement profiter de nombreux événements, de nombreuses collaborations qu'on peut faire, comme par exemple avec HEC, pour se diriger vers tout ce qui va être entrepreneuriat. Et ils vont de près ou de loin participer à un certain nombre d'activités avec des étudiants en école de commerce, avec des étudiants, collaborer avec des étudiants de Sciences Po,
Po ou de l'ENA ou de l'ESAC Penningen ou d'autres écoles d'art et de design, etc. Et ils vont être très friands de ce genre de rencontres, souvent dans l'objectif à la fois organisé pendant ces rencontres de répondre à des appels d'offres, de pitcher un certain nombre d'idées, de projets, etc. Et eux d'élargir leur réseau pour pouvoir à terme se lancer dans un des programmes entrepreneuriaux qu'on a à l'école. On en a aujourd'hui 2 filières, une qui est déjà bien lancée, qui va continuer ce côté partenariat avec d'autres écoles pour mixer d'abord des étudiants et ensuite les lancer sur une thématique, et quelque chose d'un petit peu plus libre qui va être suivi et organisé dans les prochains mois par notre association étudiante 42 entrepreneurs pour avoir des étudiants qui vont se lancer sur des projets peut-être un petit peu plus personnels. Et en tout cas, on a vraiment pas mal d'étudiants qui ont cette fibre-là. Et j'ai envie de dire, quelque part entre les deux, on va avoir des gens qui vont chercher à avoir un profil technique qui va être assez polyvalent, parce que souvent, ils veulent le mélanger avec ce qu'ils ont fait au préalable. Avant de venir à 42, on a énormément d'étudiants qui ont fait complètement autre chose avant. Ça peut être du paramédical, ça peut être de l'agronomie, ça peut être des sciences sociales, ça peut être de l'industrie, ça peut être de l'agroalimentaire. On a tout un tas de choses qui ont pu être faites avant, et donc ces étudiants vont finalement vouloir connaître un petit peu de base de données, un petit peu de web, mobile, un petit peu d'intelligence artificielle. Ils vont vouloir goûter un petit peu à l'ensemble du spectre des technos numériques pour pouvoir mélanger ça avec ce qu'ils ont pu faire auparavant et aider ce secteur d'activité en particulier à la transformation digitale. Et on va chercher à aider vraiment les étudiants à progresser vers toutes ces voies-là, avec parfois des petites dissensions des étudiants qui trouvent que c'est pas légitime quand eux ils vont se mettre à faire des choses techniquement très compliquées, et ils n'ont pas l'impression qu'il faudrait qu'on valorise de la même façon les gens qui montent des entreprises. Et ça, c'est une autre problématique encore entre mes étudiants. des compétences à faire évoluer, ça. Voilà, nous, on cherche vraiment à essayer d'adresser toutes ces différentes choses-là, et même sur le côté je dirais interaction avec l'entreprise. On a des entreprises qui nous proposent des sujets très techniques, ou au contraire, on va avoir des entreprises qui vont nous proposer des sujets pour le cursus ou des sujets pour des hackathons, par exemple, qui vont être mélangés avec le domaine de la santé, par exemple. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des hackathons sur le thème de la santé, soit sur certaines maladies, soit par rapport à des problématiques de e-santé et de nouveaux logiciels pour aider à l'analyse des radios, etc. On en entend pas mal parler en ce moment. Et donc, on a un vrai appétit de nos étudiants pour ces choses-là aussi. Et alors, justement, à votre avis, comment s'y préparent les entreprises à toutes ces transformations ? D'abord, est-ce qu'il y a une distinction entre les grosses et les plus petites, PME, grands groupes ? Quand je vous ai interrogé les uns les autres, vous m'avez dit, alors certains viennent vous voir pour justement savoir un petit peu comment s'y prendre, par quel bout commencer. D'autres vont venir vous voir pour des raisons différentes, soit pour former des gens en interne. Donc voilà, comment vous pensez que ces entreprises appréhendent ces transformations ? Alors l'entreprise, souvent elle a le nez dans le guidon, alors elle réagit soit un petit peu trop tard, soit sous la pression. Nous, on a essayé de produire des dispositifs qui vont les aider à anticiper ces problèmes, notamment avec des séances d'acculturation à l'innovation qu'on a lancées, qui sont des formations courtes, plutôt à destination des dirigeants, des décisionnaires dans une entreprise, sur les sujets de l'intelligence artificielle, des chatbots, du big data. C'est des sessions qui durent combien de temps ? Qui durent une demi-journée, qui sont dispensées par des entrepreneurs, souvent membres du pôle de Cap Digital, et qui ont du coup un point de vue très, très pratique, avec des retours d'expérience très concrets. Donc on n'est pas sur de la formation théorique, on est plutôt sur même de la formation de pair à pair, d'un entrepreneur à un autre. Et c'est ce qu'on privilégie comme mode d'apprentissage pour nos entrepreneurs. Donc on a
différents cas de figure. Nous, on est assez proactifs. On leur dit la transformation numérique vous concerne vos équipes, il faut s'y préparer. Donc, on est aussi aidé sur certains dispositifs qu'on a mis en place, comme un qui s'appelle Poke & Go. On va solliciter un grand groupe pour lui dire vous avez un problème de gestion de données, faites appel aux startups de l'écosystème pour aller résoudre ce problème. On a ces formations d'acculturation à l'innovation qui concernent non seulement les technologies, mais aussi la question de la culture de l'innovation d'entreprise. Donc on essaie d'aider nos membres de cette manière, via des dispositifs très concrets. Des différentes offres ou problématiques que je peux voir passer. On voit passer un certain nombre de propositions de stages de la part de PME, petites entreprises. En règle générale, sur cette taille d'entreprise, je vois encore beaucoup de besoin de réaliser un site web ou une application mobile. Tu parles des PME. Je parle des PME, effectivement. Et je ne suis pas sûr qu'il y a encore toute une partie réelle transformation digitale qui soit vécue par ces entreprises. Je pense qu'elles sont encore dans, je dirais, ce que l'informatique était avant, c'est-à-dire dans les années 80-90, pour moi, l'informatique servait de support pour automatiser un processus métier qui existait déjà dans l'entreprise. Là où, au début des années 2000, avec l'arrivée de l'Internet, etc., l'informatique a pris une place beaucoup plus stratégique, a créé des nouveaux business models. On pense à Uber, Airbnb, etc. C'est des gens qui ont complètement révolutionné leur secteur d'activité parce qu'ils ont complètement chamboulé la façon dont on crée de la valeur ajoutée dans ces secteurs économiques. Et j'ai l'impression, en tout cas, des exemples que je peux voir passer régulièrement, que les PME sont encore dans cette partie automatisation et n'ont pas suffisamment pris conscience de l'aspect vraiment stratégique que peut apporter ça. Les grands groupes, par contre, ont, je pense au moins sur les équipes dirigeantes, j'ai eu le cas d'un grand groupe d'agroalimentaire, d'une banque par exemple, qui ont des équipes dirigeantes qui ont bien compris un certain nombre d'enjeux, mais qui ont du mal à le faire comprendre à l'ensemble de leurs équipes, et qui cherchent différentes façons d'intégrer des jeunes qui auraient cette nouvelle mentalité, qui est plus agile, pour essayer d'ouvrir l'esprit de leurs équipes qui sont, alors certes peut-être dans des aspects de production, dans un train-train dans lequel il n'est pas toujours facile de sortir, mais en tout cas ces grands groupes essaient de faire évoluer leurs équipes pour ne pas rater le tournant du numérique et pas se retrouver comme Kodak par exemple, dont on connaît tous l'exemple malheureux. Alors nous, en tant que centre culturel, on a une vision assez tronquée du monde des entreprises. On collabore, on échange plutôt avec effectivement des grands groupes qui ont déjà perçu ces enjeux de transformation et qui ont un besoin très fort et qui peuvent pressentir ce que les artistes et l'approche créative peut leur apporter. Donc on échange avec des managers, avec des équipes dirigeantes pour les accompagner, et ils ont cette problématique effectivement de savoir comment accompagner plus globalement tous les collaborateurs. Et là on est en train de réfléchir aussi sur des formations ou sur une approche plus globale. Mais c'est vrai qu'on travaille autant avec des entrepreneurs, des startups sur nos projets. Les PME, on les voit moins, parce que je pense qu'elles sont dans aussi une autre dynamique, d'autres besoins. Il y avait... Kodak, je voulais juste rebondir sur Kodak. Kodak, c'est un exemple super intéressant. Kodak, dans mon souvenir, ils avaient, avant de disparaître, 15 000 brevets. Donc, c'était une société innovante, mais qui n'avait pas une stratégie forcément d'innovation. Ils avaient vu passer l'appareil photo numérique, mais finalement, ils ne l'avaient pas développé. Donc, c'est un bon exemple d'une culture d'entreprise qui n'est pas dans son époque. S'il n'y a pas la volonté de la part des dirigeants de se confronter à l'innovation et d'en faire son moteur, eh ben on peut disparaître. En ce qui concerne les TPE et les PME, c'est vrai qu'il y a une étude de la BPI qui était sortie, à laquelle tu fais référence, Muriel. C'est vrai qu'on a des entreprises qui sont encore mal digitalisées, qui n'ont pas fait ce pas-là. Un bon exemple, c'est celui du secteur de la formation professionnelle, justement. On a fait une étude sur le portrait robot de l'organisme de formation en France,
Alors déjà, il y en a énormément, hein. Si vous allez sur un site qui s'appelle data.gouv.fr, qui est la plateforme de référence de l'open data en France, vous pouvez télécharger un fichier Excel qui liste toutes les entreprises qui ont un chiffre, un numéro RNCP, donc qui sont enregistrées comme organismes de formation. Il y a 97 000 lignes dans ce fichier, quand même. Donc on a 97 000 entreprises de formation en France. Si vous demandez à la Fédération nationale de la formation professionnelle, ils vont dire qu'il y en a un peu moins, qu'il y en a 60 000. Néanmoins, sur un échantillon de 10 000, on a fait une étude qui montre que seulement 30% d'entre eux ont un site web. Donc ça paraît quand même surprenant, on l'a fait en 2017, que si peu d'entreprises disposent d'un site web. Et finalement, c'est pas si surprenant que ça quand on a travaillé un petit peu avec des organismes de formation, qu'on voit qu'ils ont d'habitude leur fichier de prospects qui tourne. Ils n'ont pas besoin finalement d'avoir un site web. Ils travaillent avec des clients récurrents et pour eux, se lancer dans un site web, c'est une aventure, quoi. Voilà. Donc tant que les PME ne seront pas confrontés à... C'est un peu comme dans la catastrophe naturelle, quoi. Tant qu'on n'y est pas confronté, tant qu'on ne l'a pas vu passer sur sa tête, on n'y fait pas attention. Néanmoins, le sujet de la formation professionnelle, il risque d'être ubérisé, comme on dit, c'est le mot à la mode, disrupté par des organisations un peu comme 42, mais par d'autres qui sont meilleurs en marketing, meilleurs en techno. Il y en a une à laquelle on fait souvent référence, qui s'appelle Open Classroom, qui est un leader des plateformes d'apprentissage en ligne, qui vient de lever, ils viennent d'annoncer une levée de 51 millions d'euros. Alors c'est gigantesque en fait, 51 millions d'euros. C'est plus que la somme levée par la totalité des entreprises innovantes dans le domaine de l'éducation l'année dernière. En France. C'était 42 millions en France l'année dernière, là ils ont levé quasiment 20% de plus. Donc on a un secteur de la formation professionnelle qui risque un jour de se retrouver le nez par terre parce qu'ils n'auront pas vu passer cette vague de transformation numérique. Elle arrive déjà en ce moment, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des développeurs à cause de 42, mais dans une entreprise, un développeur qui voudra développer une compétence, apprendre un nouveau langage, eh bien, il ira sur une plateforme comme Coursera, ou sur Open Classroom. Coursera, c'est le leader des MOOC dans le monde, c'est 50% de tous les MOOC qui sont disponibles sur Internet. Aujourd'hui, Coursera, ce site américain, a une interface en français. C'est la même chose pour un autre site d'éducation qui s'appelle la Khan Academy. Donc ils sont en train de débarquer, ils ont beaucoup de moyens et ça va bouleverser la manière dont on va financer aussi la formation professionnelle, puisque un dev ira passer par Coursera, il ne suivra plus le cursus traditionnel en demandant à la direction des ressources humaines « est-ce que je peux me former à ça ?» Et la direction va mettre tant de jours pour répondre et programmer un cours. Là, le cours, on l'a en un clic. Pour le secteur de la formation, c'est une vraie révolution. Alors, Pardon, vas-y. J'ai juste envie de dire que ça rejoignait le fait qu'aujourd'hui, les entreprises demandent de l'agilité intellectuelle auprès de ses employés. Donc effectivement, un employé qui dit j'ai besoin d'une formation, en fait, l'entreprise est peut-être contente que l'employé il aille se former automatiquement tout seul sur Coursera, qu'il ait trouvé lui-même les ressources dont il a besoin pour pouvoir avancer. Non, mais c'était une de mes questions, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, j'en pose une avant, mais je vais y venir à celle-là. Justement, alors, quels sont les dispositifs qui existent maintenant pour former les salariés? Donc, là, Hélène, tu peux peut-être rentrer dans cette formation que vous mettez en place au Cube. Voilà, qu'est-ce qui existe pour les accompagner dans cette transformation? Alors nous, on a une approche vraiment dédiée à la créativité. Donc pour les adultes, on lance deux types de formation. Une formation chef de projet agile pour les personnes en décrochage scolaire, universitaire plutôt, mais des personnes qui sont sur une recherche de projets professionnels en reconversion et en recherche d'emploi. Donc là, on est sur une formation courte, certifiante de 4 mois, avec 2 mois de stage, où on va aborder différents enseignements et dans une pédagogie bien sûr pour le coup très participative. On va utiliser de l'apprentissage entre pairs, on va expérimenter pas mal de choses avec
un gros module sur les enjeux de transformation. Donc là, c'est aussi comprendre l'environnement, comprendre la société qui se transforme. On a des briques techno, parce que bien sûr, sans devenir un codeur en 4 mois, ça devient compliqué, mais d'être en capacité à comprendre les langages informatiques et de pouvoir faire dialoguer différents métiers entre eux, ça c'est essentiel aussi. Des métiers autour des méthodos de co-design, donc toutes les méthodologies aussi de travail collectif, collaboratif, comment travailler avec les uns et les autres. Et puis, ce qui est aussi assez... Enfin, voilà, c'est ce qui ça me tient particulièrement à cœur, tout un module de développement personnel. Donc là, on est dans le apprendre à être, mais aussi dans le apprendre à apprendre. On travaille avec des danseurs, on travaille avec des approches plus alternatives pour essayer de dégager la motivation, le potentiel créatif de chacun, les aider aussi dans le parcours professionnel, c'est-à-dire ça va être comment je me présente, qu'est-ce que j'écris pour mon futur, et un module autour aussi de la créativité pure avec des artistes. Et ça, c'est un catalogue que l'on propose aussi aux entreprises, avec des compétences qui sont issues de workshops, de projets artistiques. Donc on travaille là actuellement avec une trentaine d'artistes pour faire émerger, les aider aussi à transformer ça, parce qu'eux, ils le font dans leur pratique créative, et c'est aussi quelque chose... Enfin, il faut faire se rencontrer deux mondes. Là, il y a vraiment quelque chose à inventer. Donc voilà, on essaye de développer ça, et ça va être mis en place en septembre. D'accord. Alors justement, 97 000 lignes, comment on s'y retrouve là dans l'offre de formation pour se former aux compétences de demain, aux nouveaux métiers, par quel bout on le prend? Et la deuxième question, ce sera quand on le fait? Alors comment on s'y prend pour s'y retrouver? Alors on est dans un moment aussi de la transformation de la formation professionnelle. Il y a une loi qui est en train de qui va être annoncée d'ici quelques jours, enfin quelques semaines, je ne sais pas exactement, mais qui prévoit une autonomisation en fait du salarié dans la formation pro. C'est-à-dire qu'on disposera a priori d'un compte personnel qui sera accrédité de 500 euros, je crois, par an, il me semble, enfin, je ne sais plus exactement, et qui sera accrédité chaque fois, chaque année, et qui permettra aux salariés d'aller choisir la formation. On a aussi un certain nombre de plateformes qui vont être montées pour aider justement les salariés à aller trouver les formations qui les intéressent. Et on a aussi des startups dont c'est le modèle économique d'aller justement orienter, travailler sur l'orientation, mais tout au long de la vie, pas que en formation initiale. L'orientation et la reconversion professionnelle. Donc c'est un vrai sujet en tout cas qui motive un certain nombre de start-upers en ce moment. Et comment on s'y forme? C'est vrai on peut s'y former. Je ne sais pas si je pense vous adressez la question de la formation continue. Pas vraiment. Même D'une façon un peu particulière. c'est pas par la grande école du numérique. Il n'y a pas une session chez vous qui permet de se former en continu. Non. Ah bon. Je confonds alors. En tout cas, on a différents dispositifs qui sont. Il y a des écoles qui se montent juste en ligne. On a Open Classroom qui est en ligne avec un professeur dédié aussi, c'est-à-dire qu'on a son MOOC, mais c'est complémenté avec un mentor, avec un professeur qui vous suit. On a aussi celles qui font et du blended, c'est-à-dire distanciel et présentiel, et qui croient beaucoup. Un certain nombre d'écoles du web font ça en ce moment. Donc on a différents dispositifs pédagogiques qui sont testés. On est aussi dans un moment de la formation pro où on est en train de tester des choses.
Alors, je crois que c'est pas tout à fait ce qui a été dit là. Là, Benjamin a parlé des 3 axes, certes. 42, c'est pas le cas. Le cube, c'est pas le cas. Donc là, au contraire, on a des formations qui privilégient l'apprentissage entre pairs, où le mélange, l'interdisciplinarité entre l'art et des gens qui vont être chargés d'apporter cette transformation ou d'accompagner cette transformation dans l'entreprise. Je crois que vous avez raison, hein, ce point il est très très important, mais je crois que les exemples justement qu'on a là ne sont pas que numériques. Et on a essayé de faire la formation continue en proposant des formations qui étaient finalement pour être, je dirais, au même niveau que les autres dans les catalogues épais comme ça des différents organismes de formation avec une description qui concerne le numérique en plus en tant que sujet d'apprentissage. Je crois qu'on en a fait 1 ou 2 et puis on s'est arrêté parce qu'effectivement ça fonctionnait pas du tout. Et au contraire, alors pas les individus malheureusement, mais au moins les entreprises viennent chercher chez nous, c'est plus le côté état d'esprit, essayer d'arriver à s'imprégner et toucher, de comprendre l'état d'esprit dans lequel on essaie de faire nous évoluer nos étudiants. Donc à défaut de faire avoir de la formation continue, on a des entreprises qui viennent par exemple démarrer 3 jours de kick-off pour qu'eux commencent à réfléchir sur leur transformation digitale, mais ils font ça avec une visite de l'école et puis surtout toute une soirée à discuter avec nos étudiants sur eux, comment est-ce qu'ils comprennent, comment est-ce qu'ils voient le numérique, qu'est-ce que ça représente dans leur vie, ainsi de suite, et essayer de discuter de cette façon-là à ouvrir des horizons et peut-être amener les employés de l'entreprise, une fois qu'ils reviennent dans leur cadre de travail, à imaginer des nouvelles pistes, des nouvelles façons de fonctionner, à peut-être se dire et essayer d'anticiper. Je pense que le numérique va nous faire amener telle ou telle série de problématiques ou d'avancements ou en tout cas de nouveautés sur notre domaine d'activité. Donc il faudrait peut-être qu'on y réagisse. J'ai par exemple l'exemple d'un cabinet d'avocats qui est venu pour une soirée, qui ont pas mal discuté avec des étudiants et sont repartis en se posant finalement la question de se dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer de mon job. Est-ce qu'une IA sera capable de sortir immédiatement les textes de loi qui sont référence à une problématique? Et alors moi, mon rôle d'avocat, finalement, ce sera peut-être me pencher davantage sur la situation et le contexte particulier de mon client pour pouvoir, autour des réglementations classiques, des jurisprudences, arriver à peut-être trouver une autre façon apporter finalement une expertise supplémentaire que simplement ce que la loi de base va amener. Ils n'avaient pas forcément entrevu, ou en tout cas entrevu de façon claire, ça auparavant. Et c'est vrai que voilà, nous, c'est pas du coup une formation traditionnelle avec un certain nombre d'apports technologiques ou quoi que ce soit, mais c'est ce genre de contact-là et d'échanges humains qui sont venus chercher et qu'on a régulièrement des entreprises qui viennent finalement chercher ça chez nous. Je pense que par rapport à l'image probablement effectivement que l'école dégage, il y a probablement ce côté de finalement c'est voilà cet état d'esprit. Ils essaient de se confronter à nous, ce que 42, ce que nos étudiants représentent en tant qu'état d'esprit, qui est pour eux probablement tourné vers le futur. Moi, je suis en plein dedans, donc c'est compliqué pour moi d'avoir un avis objectif, mais en tout cas, ils perçoivent l'école de cette façon-là et ils viennent nous voir vraiment pour ce point-là et pas pour faire du Java ou faire du Python ou faire du je ne sais quel ou quel langage ou logiciel. Pardon. Juste parce que dans la question, je pense qu'il y avait à quoi on forme. Donc effectivement, il y a les compétences numériques, techniques qui sont en jeu, et il y a comment on forme. Et là, on est aussi dans l'innovation pédagogique permise par le numérique. On parlait des MOOC, on parlait des systèmes en ligne. Mais je pense que dans l'innovation pédagogique et ce dont on parle aujourd'hui, communément, c'est qu'il y a une maturité de l'environnement pédagogique et des écoles, des alternatives possibles à l'enseignement traditionnel qui vont chercher aussi, là où l'humain a tout son sens dans la relation, des innovations qui peuvent être
beaucoup plus largement enseignée et pratiquée. Les écoles Montessori existent depuis très longtemps. Je pense qu'on a des enseignements maintenant, on utilise en tout cas des méthodes ou des expérimentations dans des enseignements supérieurs et qui profitent à tous parce que justement on met l'accent sur l'humain, sur nos capacités d'apprentissage, sur la motivation. Les neurosciences dont on parle aussi beaucoup sont un sujet de recherche qui nourrissent les organismes de formation et qui consolident certains processus et qui ne font que confirmer ce qui a été fait de façon empirique par certaines expériences dites d'éducation alternative. Voilà, donc c'est pour juste... Alors, même dans le cadre de la réforme du bac, le ministre a annoncé la nouvelle option, c'est pas une option, c'est humanité numérique et scientifique. Donc, on a bien ce binôme entre cette culture numérique et les soft skills. Alors, ceux qui proposent des formations tout en ligne sans aucun support humain, ceux-là n'ont pas d'avenir, ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Open Classroom s'est mis à faire du mentorat avec des professeurs en ligne qui vont accompagner l'apprenant sur le MOOC. Parce qu'avant, justement, ils faisaient du MOOC sans support. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, en fait, non, on a toujours besoin, et il n'y a aucune formation qui ne fonctionnera s'il n'y a pas derrière du support humain. Le support humain, il peut être en ligne après, c'est différent. Et puis, on a un certain nombre d'écoles qui refusent de passer par du tout en ligne aussi, qui préfèrent qu'il y ait une partie présentielle qui soit effectuée. Donc, il y a du mix, c'est un peu ce qu'on appelle blended. On va faire à la fois en distanciel, en présentiel, MOOC, enfin voilà. On va essayer d'innover de manière pédagogique en ayant un certain nombre de briques, qu'elles soient numériques ou pas, dans tout le processus d'apprentissage. D'ailleurs, je crois que le discours, en fait, a changé autour de ça. On l'a bien vu, on forme à la créativité, on forme à toutes ces compétences transverses, et le numérique devient un support. Le numérique, on l'aborde plus par le biais de la culture, de ce qu'il va permettre. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a évolué dans le discours. À un moment donné, effectivement, c'était que formation numérique par le numérique. Mais je crois qu'on commence à atteindre un équilibre dans tout ça. Il y a d'autres questions? Non. Oui, je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que derrière le numérique, il y a la notion d'information. On communique. Et donc c'est pour ça que on ne peut pas s'en défaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est lié à l'évolution de l'information. Avant, c'était oral. Après, on est passé à l'écrit. Chacun avait son petit langage, finalement. Et le numérique permet finalement de revenir à un tronc commun, en fait, à un moyen de communication commun. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle partout. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais à nous de trouver une manière, j'allais dire, saine de le mettre en œuvre. Voilà. Saine ou humaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai remarqué, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe de presse, et en fait, j'ai remarqué, c'est une industrie qui est vraiment en mutation, c'est compliqué. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait quand même vraiment une rupture entre les classes d'âge. Et en fait, c'était assez compliqué parce qu'il y avait les gens qui avaient grandi avec le numérique, donc moi, je suis vraiment en haut. Mais on arrivait quand même à comprendre tout ce qui se passait, les stratégies de transformation numérique, etc. Pour nous, c'était quand même relativement assez facile, évident, voilà. Mais il y avait quand même les gens de la génération au-dessus qui avaient quand même vraiment du mal. Et en fait, je voyais débarquer des gens qui étaient vraiment formés au numérique et qui parlaient anglais, qui introduisaient un champ lexical que personne ne comprenait. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment une rupture. Et donc, je rejoins la question qui est quand même apprendre tout au long de la vie. Il y a quand même des petites choses à mettre dans l'entreprise pour que tout le monde puisse communiquer, c'est-à-dire que le cadre qui a été formé à l'école 42 qui débarque en disant ne serait-ce que soft skills, pour quelqu'un qui a 55 ans, c'est pas
c'est pas forcément compréhensible en fait. Il sait pas ce que c'est, donc en fait chacun parle sa langue et du coup ça fait peur à tout le monde. Les plus âgés se disent mais tout le monde veut prendre ma place. Je suis pas bon, je vais partir et ma vie est foutue. Et les jeunes se disent mais c'est quoi ces vieux qui veulent pas s'adapter, qui sont pas agiles, etc., etc. Donc voilà. Moi je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus et un travail de fond. On a fait une expérimentation, on fait toujours une expérimentation avec Pôle emploi. On a au milieu de nos 3200 étudiants, on a 25 personnes qui ont plus de 50 ans qui sont en chômage de longue durée et qui ont normalement, enfin oui, qui ont toutes eu un métier dans le numérique dans les années 80-90 justement. Et ils ont complètement raté le virage du numérique. Et on s'est rendu compte que c'est pas tant de les reconnecter aux nouvelles techno, de leur faire du JavaScript, des applications mobiles et un certain nombre de choses de cette nature-là qui finalement les a grandement aidés, c'est le fait d'être au contact de nos étudiants. Mais il faut du temps. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. Eux, ils avaient la motivation pour être là et pour être là pendant pratiquement 1 an au contact de nos étudiants, immergés complètement dans cette nouvelle façon de penser. Donc très clairement, c'est quelque chose qui doit être très dur pour un certain nombre de gens qui sont peut-être pas prêts à faire une démarche de cette nature-là, quoi. Et qui se prennent ça complètement en pleine face, qui n'arrivent pas à rebondir, qui sont complètement perdus. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Mais là, il y a 20 ans d'éducation de 5 ans à 25 ans qu'il faut revoir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans l'étude McKinsey, les compétences sociales et émotionnelles deviennent aussi demandées et importantes pour gérer cette transformation numérique, technologique, comme on veut. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est un enjeu de société et je pense que c'est important de le voir sur le plan professionnel. Il faut le voir aussi sur l'aspect sociétal de façon plus globale. Et c'est ce qu'on travaille au CUB depuis 2001 en fait, puisqu'on accueille le grand public. Et ce grand public, c'est autant des personnes qui ont aussi une activité professionnelle, qui sont grands-parents, qui ne savent pas s'y prendre avec leur ordinateur, sont un peu dépassés pour communiquer avec leurs petits-enfants. Donc il y a aussi le côté, on va dire, loisir, dans le champ personnel, qui peut être un levier pour justement décloisonner le numérique, permettre de s'approprier les outils. Et c'est la démarche qu'on mène aussi au CUB en parallèle sur les pratiques créatives grand public, dans une démarche vraiment d'empowerment. C'est le côté, encore un mot qu'on ne comprend pas, mais de se dire, moi aussi, tiens, je vais travailler avec un stylo 3D, m'amuser avec une imprimante, j'aime bricoler, mais je ne suis pas du tout numérique, mais je vais aller faire un stage créatif un samedi et voir ce que ça donne. Ça permet aussi de créer des déclencheurs, faciliter ce passage au numérique et se l'approprier, puisqu'on voit quand on donne quelques clés techniques sur des outils accessibles, ça permet après aux gens de le développer par eux-mêmes et de le faire soi-même, parce que justement le numérique permet aussi de s'auto-former, d'être dans une démarche un petit peu différente par rapport à la connaissance et aux compétences. Et cette fracture, effectivement, dans le secteur des médias est particulière. Ça me rappelle un ami data journaliste qui me racontait son intégration à la rédaction d'un grand quotidien du soir, enfin qui n'est plus du soir maintenant, si il est encore du soir, Le Monde, pour ne pas le citer, où un des vieux journalistes lui demandait: est-ce que toi tu es data journaliste, tu peux pas me faire un camembert s'il te plaît? Alors un camembert, un graphique, pas un camembert le fromage, je précise. Voilà. Et après, cette question de transformation numérique, ça fait peur, effectivement. Rien que le mot transformation numérique. Est-ce que les gens veulent, à 50 ans, à 60 ans, se transformer? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'est pas plus dans la transition, voilà, est-ce qu'il ne faut pas réinventer aussi rendre moins anxiogène ce langage de la transformation numérique pour dire que c'est une transition, tout simplement?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand se former? Notre débat d'avant sur learning by doing. Je pense qu'il y a aussi un lien qui est intéressant à faire là par rapport à apprendre tout au long de la vie. J'ai une anecdote, je suis très curieux et j'avais appris tout seul une nouvelle compétence et je me suis dit tiens, je vais contacter une entreprise pour aller en stage. Juste, je ne demandais pas à être rémunéré ni quoi que ce soit, juste aller pour être en contact avec quelqu'un qui sait. Vous avez parlé de peer learning, d'être en contact avec un peer. Et en fait, les entreprises ne savent pas faire ça. C'est-à-dire, elle dit non, j'ai pas de stage, ou sinon c'est des stages alternance. Enfin, il faut être dans le cadre scolaire, etc. Alors qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir sortir de ce modèle, permettre à des gens qui, parce qu'ils sont curieux, ont envie d'être en contact avec quelqu'un qui sait et qui va lui permettre de pouvoir avoir une approche expérimentale finalement de sa nouvelle connaissance. Et que ça ne soit pas quelque chose d'accepté ou en tout cas d'inclus dans les modalités actuelles. Et je pense que par rapport à cette histoire d'apprendre tout au long de la vie, c'est quand même quelque chose qui est dommageable. Il y a certainement des dispositifs effectivement à réinventer, à faire évoluer. Oui. Oui, c'est vrai. Dans une start-up, je crois qu'ils proposent maintenant. Oui, ou des plateformes de stage au moins qui pointent les... ouais. Tout à fait. Alors, juste quand même, parce qu'à l'Éducation nationale aussi, on a des gens qui travaillent, qui s'appellent des enseignants, ou des personnels dans les académies, et qu'on forme aussi, et qu'on accompagne aussi à ces transformations. Alors, un exemple, ça fait, je crois, la 4e édition cette année, où on organise, vous savez, il y a un grand salon qui s'appelle Educatech Educatis. Il y a toute une partie de l'espace où, en fait, on lance un défi à des équipes d'enseignants et de personnels d'académie sur des nouvelles modalités d'apprentissage, sur des dispositifs innovants pour résoudre une problématique. Et pendant les 3 jours que dure le salon, non-stop, donc ils se réunissent avec des équipes, parfois ils ne se connaissent pas du tout, hein, ils viennent d'académies différentes, et pendant ces 3 jours, donc ils vont travailler en équipe avec le numérique comme support uniquement, pour créer des applications innovantes, des contenus innovants, des dispositifs innovants qu'on peut après déployer au sein des académies. Voilà, on se forme aussi dans l'éducation nationale. Je voulais juste partager une initiative, parce qu'en fait, il y en a plein. Je pense que oui. Sur les territoires, on n'a pas forcément la vue globale. Sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, où est donc les villes de Issy, Boulogne, où est le Cube, ils ont lancé une plateforme de mobilité inter-entreprise qui sécurise justement ces mobilités. Certains salariés qui sont dans des entreprises et se posent des questions si, voilà, ne trouvent plus forcément le sens et veulent expérimenter un job dans une entreprise plus petite ou dans un autre domaine. Cette plateforme de mobilité sécurise le fait qu'ils sont détachés de leur entreprise pendant quelques mois. Ils ont un contrat, ils gardent leur ancienneté, ils ont quand même ce périmètre juridique qui est quand même assez bordé pour leur permettre de passer 1 an dans une start-up ou dans une PME, d'y revenir ou de rester. Enfin voilà, c'est vrai que quand on a une famille, c'est plus compliqué aussi de bouger. Et donc c'est des expériences comme ça aussi qui permettent de tester et puis même de se dire c'est possible. Le côté agile aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a un peu débordé.
une certification. Ouais. Pour moi, on est dans un secteur aujourd'hui qui est vraiment très mouvant et qui commence juste. Donc je pense qu'on va avoir une phase de Far West avant qu'il y ait de nouveau une forme de stabilisation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça autrement. Euh, Nous, à 42, pour l'instant, on est trop jeune pour pouvoir prétendre à n'importe quel type d'homologation, même si on a quand même le label pour la grande école du numérique qui reste une reconnaissance de l'État. Mais tout ce qui est RNCP ou au titre d'ingénieur ou autre, je pense qu'on ne rentre même pas dans les cases, quoi, et on est trop jeune, on n'a pas assez encore de recul sur tout ça. Euh, on a par contre effectivement un marché qui est d'accord pour au moins tester nos étudiants. On présente des étudiants en leur disant que on a justement des profils qui sont variés et que il faut que les employeurs testent les étudiants qu'ils embauchent pour savoir si ça correspond à quelqu'un qui correspond à leurs attentes ou pas. Et peut-être que d'un étudiant à l'autre, il y en a un pour qui ça va le faire et un autre pour qui ça va pas le faire. C'est aujourd'hui un discours qui a l'air d'être correctement accepté, en tout cas par les entreprises qui embauchent nos étudiants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se généraliser sur du long terme, ou si à un moment il y aura une envie, une fois que le numérique se sera peut-être stabilisé, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans ou 50 ans, peut-être qu'on pourra à ce moment-là avoir de nouveau une échelle de valeur qui sera synonyme de quelque chose de stable et où on sait sur tel niveau de l'échelle ça correspond à tel type de compétences, telle capacité et donc tel type de poste dans l'entreprise. Mais c'est vrai que par rapport à, par exemple, tout un tas de startups, aujourd'hui les startups, elles cherchent des gens qui ont plus une espèce de petit quelque chose en plus qui se traduirait de toute façon pas par un diplôme académique non plus. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a tout un ensemble de choses et puis les entreprises, au moins une certaine frange d'entre elles, sont OK avec le fait qu'il y ait tout un tas de choses et qu'elles essaient un petit peu de voir ce qui peut arriver et ce qui peut leur correspondre. On ne fait pas de correction, on fait des évaluations. Alors, les étudiants font des évaluations par les pairs, mais le barème a été élaboré par celui qui a réalisé le sujet. On peut sur LinkedIn sponsoriser, voilà. Ah oui, moi j'ai reçu des compétences, ce truc que j'ai jamais touché de ma vie, hein, clairement. J'en ai pas en tête qui ressortent. Ouais. Non, j'en ai pas en tête, mais les choses. Alors,
pas besoin finalement, on peut voir sur le terrain. Oui. Je pense que c'est qu'on a une entreprise agile qui va chercher un employé agile, donc les deux devraient arriver à trouver chaussures à leurs pieds respectivement. Mais ce n'est pas le cas effectivement dans toutes les situations, clairement. Alors petit à petit, tous ces badges dont on parle, vous allez les voir apparaître sur LinkedIn. Bientôt, vous aurez des statistiques. Les gens qui ont fait tel certificat accèdent à tel poste. Voilà. Là, l'IA va pouvoir regrouper, pointer, faire des stats, montrer des parcours gagnants. Ça, on y va à vitesse grand V. Hein. C'est pas pour rien que Microsoft a quand même racheté LinkedIn. Et quel bac? C'est ça. Exactement. Oui. Voilà. C'est clair que ça prend du temps. Nous, sur la piscine, nos étudiants, nos candidats, parce qu'ils ne sont pas encore sélectionnés, on les prend pendant 1 mois pour essayer de se rendre compte s'ils sont adaptés à notre mécanique ou pas. Et c'est du non-stop pendant 1 mois. Ça sent le vécu? Tout à fait. Bien sûr. C'est là où on se dit c'est quoi notre objectif? Est-ce que notre objectif c'est de former les gens et de les amener au bout du cursus, ou c'est de leur permettre de s'intégrer de façon pérenne sur le marché du travail? Et effectivement, quand on a réussi à faire ce changement-là, qui est même pas simple pour nous, alors qu'on est déjà dans une mécanique qui est complètement à l'opposé de ce qui se fait classiquement dans les autres écoles, on se dit que ok, il a fait que la moitié du cursus, mais là on pense qu'il est dans une situation où il va avoir un job qui va avoir du sens et qui va pouvoir rebondir, et que dans 5 ans, il ne sera pas en train de se dire ah bah, je suis bloqué, je suis obligé de revenir pour finir mon cursus. Tout à fait, ouais. Oui, on l'a clairement fait en réaction. Ouais. D'ailleurs, ça a été compliqué à le faire comprendre à pas mal d'étudiants. On a un cursus qui est normalement calibré sur 3 ans, même si des étudiants vont plus vite et d'autres vont moins vite. On a ce cursus, des gens qui, on s'est rendu compte, s'arrêtent au bout de 2 tiers à peu près. Donc on s'est dit, il y a déjà une certaine valeur ajoutée, puisque nos étudiants vont attaquer une carrière à ce moment-là. Donc on a effectivement mis en place un titre intermédiaire, de sorte que les étudiants aient une espèce de fin. C'est-à-dire qu'ils aient une forme de « ok, je décide de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas m'aventurer dans des projets qui parfois sont peut-être techniquement un peu plus compliqués, mais je veux pouvoir dès à présent clôturer mon cursus et clore mon cursus et aller sur le marché du travail. Donc, mais c'est effectivement en réaction au fait qu'on ait vu des étudiants qui ont décidé à ce moment-là de faire un choix entre est-ce que je continue, ou ma valeur ajoutée, là de ce côté j'ai un job sur du long terme, où je vais bien commencer à bien gagner ma vie, de l'autre côté continuer à faire mon parcours. Donc c'est vrai que c'était pas simple pour eux de faire ce choix-là. Et nous, on se disait que voilà, à partir d'un certain moment, il y a quand même
un moment où ça mérite une valorisation parce qu'il y a une vraie reconnaissance des entreprises derrière, donc ça a une certaine valeur sur le marché. On peut poursuivre en dehors, on peut peut-être couper la session. Merci. Merci à tous les trois.